Donc, le Hybrid Coordination Function, donc c'est une autre méthode que par rapport au DCF. Donc, dans le HCF, Hybrid Coordination Function, on utilise un algorithme qui repose sur les priorités. C'est-à-dire, il va classer le trafic selon des classes et affecter à chaque classe une certaine priorité. Donc, on définit aussi ce qu'on appelle le burst, c'est-à-dire de transmettre plusieurs trames d'une manière séquentielle, c'est-à-dire ne pas attendre, ne pas attendre les ACK pour transmettre, par exemple, 3 ou 4 trames, ou un ensemble bien défini de trames, avant d'attendre l'ACK. Donc, on distingue deux types de content de Hybrid Coordination Function, le EDCA et le HCCA. Le HCCA, HCF Control Channel Access, donc ceci n'est pas implémenté dans les points d'accès à cette information. Elle a été vérifiée, je pense, la dernière fois, c'est de fin 2020. Donc, elle n'est pas implémentée car elle repose sur une solution centralisée, c'est-à-dire que le point d'accès, on va ajouter une très grande charge au point d'accès. Point d'accès ou bien un contrôleur. Donc, dans le EDCA, le Enhanced Distributed Channel Access, donc cette méthode, elle est définie dans la version 2.11e. Donc, dans cette méthode, on va classer le trafic en différentes classes. Par exemple, ici où nous avons 4 classes, donc dans la version 2.11e, nous avons 4 classes. La première classe, c'est Voice. Donc, la voix, elle a la priorité la plus élevée. Donc, nous avons le 6 et le 7. La deuxième classe, c'est la vidéo. Le best effort, troisième classe. Quatrième classe, c'est background. Donc, nous avons 4 classes de trafic. Celle qui a la priorité la plus élevée, c'est voice, la voix. La dernière priorité, c'est background, comme téléchargement, par exemple. Best effort, c'est le trafic Internet, par exemple, et le trafic web. Donc, le principe, c'est de classer le trafic dans différentes queues, différentes files d'attente dans la même station, avant même de transmettre. Donc, les différents trafics vont entrer en concurrence dans la même station, c'est-à-dire la station, elle va décider quel est le trafic qu'elle va transmettre en premier. Donc, c'est à partir de la table de priorité, la station décide de transmettre un certain trafic en premier par rapport à un autre. C'est-à-dire elle va privilégier un certain trafic par rapport à un autre en se basant sur la priorité. On a aussi le choix du back-off, donc le back-off timer qu'on a évoqué précédemment. Il dépend de la priorité. C'est-à-dire à chaque fois le trafic il est prioritaire, on va choisir un back-off timer réduit. Donc, si vous vous rappelez le rôle de la Wi-Fi Alliance, donc le rôle de la Wi-Fi Alliance, donc c'est d'établir des certificats, c'est-à-dire pour garantir qu'un certain équipement Wi-Fi, il fonctionne ou bien il supporte une certaine fonctionnalité. Dans le cas de la 802.11e, nous avons des certificats Wi-Fi multimédia, Wi-Fi M1, Wi-Fi M1. Donc, c'est un certificat délivré par la Wi-Fi Alliance pour garantir que l'équipement supporte la Wi-Fi 9.11e. Donc, WMM, les certifications, elles vérifient le EDCL,
c'est-à-dire l'algorithme qu'on a discuté précédemment, qui classifie le trafic en 4 classes et affecte chaque classe une priorité. Et le WAMM PS, Power Saving. Donc, on va parler sur le Power Saving dans le dernier slide. Donc, on voit ici le back-off en fonction du type de trafic. Par exemple, dans le cas de la voix, le back-off maximum, il est de SIF plus 2 fois slot, 2 time slot. Non, je m'excuse, le back-off minimum, il est SIF plus 2 time slot. La vidéo, il est SIF plus 2 time slot plus un nombre de 0 à 7. Best effort, 3 time slot plus un nombre de 0 à 15. Le background, il est SIF plus 7 time slot plus une période de 0 à 15 slots. Donc, ceci pour choisir le back-off en fonction du type de trafic, c'est-à-dire la persistance pour le trafic à priorité élevée, elle est très grande. Le block acknowledgement, c'est-à-dire le block acknowledgement, puisque dans le slide 102.11e, on a dit que cette norme, elle définit le frame burst, c'est-à-dire de transmettre plusieurs trames d'une manière séquentielle. Donc, pour le faire, nous avons besoin de définir le block acknowledgement. Donc, le block acknowledgement, si on transmet 3, par exemple, trames, nous allons attendre un acquittement pour acquitter la réception des 3 messages. Donc, ce mécanisme a été défini dans la 802.11e. On voit ici que la période entre 2 transmissions simultanées, elle est égale à SIF, Short Interframe Space, au lieu de DIFS. C'est-à-dire qu'on a réduit la latence en utilisant cette méthode. Airtime Fairness. Donc, Airtime Fairness, c'est une solution à un problème. Donc, lequel, c'est le problème. Le problème, c'est que lorsqu'on a des stations qui nécessitent un petit temps pour transmettre leurs données et d'autres stations qui nécessitent une longue période pour transmettre la même quantité de données. Par exemple, pour transmettre un paquet, la station disons, la station A, elle nécessite une période TA. Donc, période TA. Et la deuxième station, elle nécessite une période TB. Donc, vous voyez clairement que TA, elle est très grande par rapport à TB. Par conséquent, la station A, elle va occuper le média pour une période très grande par rapport à la station B. Donc, la station B, elle aura très peu d'opportunités pour transmettre le message. Alors que la station B, elle est très, très puissante, elle peut transmettre en débit élevé. Donc, ceci va pénaliser la station B. Et la station A, elle ne va pas gagner beaucoup. Dans certains scénarios, elle va ne gagner rien si elle pénalise la station B. Donc, la solution de Airtime Fairness, c'est de distribuer d'une façon équitable les périodes de transmission ou bien les opportunités de transmission. Donc, l'opportunité de transmission, c'est la période réservée pour une certaine station. Donc, en utilisant le Airtime Fairness, par exemple ici la station A et la station B, les deux stations occupent le média d'une façon équitable. La période d'occupation de la station A, TA, est égale la période d'occupation de la station A est égale à la période d'occupation de la station B. Donc, les deux stations occupent
le média pour le même, en utilisant le même pour la même période. Donc, on a la même période de transmission pour la A et la B. Dans la période de transmission de la A, puisqu'elle transmet en très bas débit, elle peut transmettre juste un seul message. Alors que la station B, qu'elle est puissante, elle peut transmettre 4 messages. Donc, en utilisant le airtime fairness, on remarque que la station B a terminé sa transmission à partir du quatrième opportunité. Alors, en utilisant la première approche, c'est-à-dire l'approche sans airtime fairness, on remarque que la station B, elle finalise sa transmission juste au 8e time slot. Donc, pour expliquer le fonctionnement de la couche MAC, nous avons besoin de faire la distinction entre trois types de, de messages qui circulent sur le réseau Wi-Fi. On a les messages de données, les messages de contrôle et les messages de management. Donc, pour rappel, l'entête de la couche MAC, il contient, pour rappel, ouais, oui, pour rappel, dans la couche MAC, on a un MSDU qui s'appelle le LLCPDU, c'est-à-dire le message venant de la sous-couche LLC, qu'on a dit qu'elle est la même que la couche LLC des réseaux Ethernet. Donc, dans le réseau Ethernet 802.3, nous avons un maximum size de 1500 dans la trame. Et nous avons deux adresses MAC dans l'entête MAC. Dans l'entête de la couche MAC, nous avons deux adresses MAC, source et la destination. Mais dans le réseau Wi-Fi, la trame MAC, elle contient jusqu'à 4 champs d'adressage. Jusqu'à 4 champs d'adresse MAC. Et le maximum size, il est jusqu'à 2300. Donc, ces paramètres sont très importants à retenir pour un diagnostic éventuel du réseau. Donc, l'opération, parmi les fonctions qu'elle peut être exécutée dans la couche MAC, on a la fragmentation qui est la fragmentation, c'est-à-dire de subdiviser la trame en des petits sous-trames. Donc, par exemple, ici, nous avons une trame de 1500. On peut la diviser en 3 trames de 500. Au lieu de transmettre une seule grande trame de 1500, on va la subdiviser en 3 sous-trames de 500. 500 octets, bien sûr. On va perdre un peu dans le débit, bien sûr, car on est obligé maintenant d'ajouter 3 en-têtes au lieu, on est obligé d'ajouter 3 en-têtes au lieu d'utiliser un seul en-tête lorsqu'on transmet une seule trame. Mais le gain, c'est que lorsqu'on a des perturbations sur le canal, si on a des perturbations juste dans une petite portion, on a à retransmettre juste la sous-trame qu'elle a été perturbée. On gagne, on reçoit les 2 premiers trames d'une façon euh, intacte, disons, on reçoit les 2 trames intactes. Mais dans le cas où on transmet une seule trame de 1500, si une partie, malgré minime, de cette trame, elle est perturbée, on doit retransmettre toute la 1500. Donc, ceci n'a pas de sens dans un réseau filaire, mais il est très, très utile dans un réseau sans fil, car dans le réseau sans fil, le canal varie d'une façon aléatoire. Il varie dans le temps, c'est-à-dire parfois la transmission elle est bonne, parfois elle est médiocre.
pour les deux dispositifs dans la même session de communication. Donc, les différents types d'adresses qu'elle peut être contenue dans un en-tête MAC de la 802.11 Wi-Fi, donc la source et la destination, l'identifiant du point d'accès, le BSS Identifier, receiver transmitter, car dans la 802.11, dans un réseau Wi-Fi, on peut avoir un nœud intermédiaire qui transmet un message vers un autre nœud. Donc, le nœud intermédiaire, il doit mentionner ces adresses, émission-réception. Donc, dans un réseau Wi-Fi, nous avons trois types de messages qui circulent. Le message le plus important, ou bien le type le plus important, c'est les données. Donc, les données sont le message qu'on veut transmettre, le message utile. Donc, dans les messages de données, nous avons jusqu'à 15 types. En réalité, nous avons un seul pour désigner les données proprement dites, et les autres sont réservés pour la signalisation. Les messages de contrôle et de management sont réservés purement pour la signalisation. La signalisation, ce sont des messages qui sont transmis automatiquement par le réseau sans l'intervention de l'utilisateur. Ce sont des messages qui sont transmis sans données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de données à transmettre, il y a des messages de contrôle. Malgré qu'il n'y a pas de données à transmettre, il y a des messages de contrôle et des messages de management. Les messages de contrôle et de management sont présents tout le temps sur le réseau. Donc, les messages de management, elles sont envoyées d'une façon périodique et parfois elles sont reliées à un certain événement. Par exemple, si une station rejoint le réseau ou bien quitte le réseau. Et les messages de contrôle, en général, sont utilisés pour assister les messages de données. Donc, les messages de données, nous avons, comme on a dit, 15 sous-types de messages de données. On a le simple data frame, c'est le message ou bien le type qui contient les données proprement dites. Les autres types sont utilisés pour la signalisation qui n'a pas été prévue dans les messages de signalisation de contrôle et de management. Donc, les messages de contrôle, par exemple, acknowledgement, RTS, CTS et PS pool. On va voir ce que ça veut dire RTS, CTS, PS pool dans les slides suivants. Le acknowledgement, on a déjà parlé sur l'acknowledgement, c'est le message transmis pour acquitter la réception, pour accuser la réception d'un message. Donc, une remarque très intéressante, c'est que ces messages, les messages de contrôle, doivent être transmis en utilisant the basic rate, c'est-à-dire le débit le moins élevé, le plus bas, le débit le plus bas, pour assurer que les autres stations peuvent déchiffrer ces messages. Donc, ces messages, les messages de contrôle, elles doivent être transmis en utilisant le basic rate pour garantir que les autres stations peuvent les déchiffrer. Car dans un seul réseau, on peut avoir, par exemple, un nœud qui supporte la 802.11b et un autre nœud qui supporte la 802.11g. Donc, pour transmettre, il faut assurer que les deux nœuds peuvent écouter, peuvent déchiffrer le message. Bon, car ces messages de contrôle ont pour objectif d'informer les nœuds d'une certaine activité sur le réseau. Donc, le message ACK, on a déjà parlé, donc il consiste à un simple message qui contient juste l'adresse de destination, un champ qui spécifie sa durée, et frame control, donc qui contient 2 octets. Les management frames, donc les management frames, on a le 14 sous-types ou bien 14 trames de management. La trame la plus importante, c'est la trame beacon. Donc, cette trame, elle est transmise d'une façon
périodique. Elle est transmise d'une façon périodique sur le réseau. Elle est toujours transmise, même si le réseau n'a pas de données, même si le point d'accès, il n'a pas des clients associés. C'est-à-dire, si vous mettre sous tension un point d'accès, configuré bien sûr, il va transmettre de façon périodique la trame beacon. On a aussi les trames d'association request-reply, de réassociation request-reply, les trames d'authentification et les trames probe-request, probe-response. Et on a les trames ATIM pour annoncer qu'il y a des ATIM. On va les voir plus tard. Beacon frame, la trame balise, la trame qu'on a dit qu'elle est la plus importante, elle contient les paramètres de réseau. C'est-à-dire, à partir de la trame beacon, le client il peut connecter au réseau. Elle est transmise par chaque access point. Si le point d'accès contient plusieurs SID, donc il va transmettre plusieurs beacons, c'est-à-dire chaque beacon pour une beacon pour chaque SSID. Lorsqu'il a plusieurs radios, dans le cas de la technologie MIMO, il va transmettre beacon pour chaque antenne, pour chaque radio, dans le cas MIMO. Elle est transmise approximately 10 times per second, donc 10 fois par seconde. Donc, elle contient timestamp, c'est-à-dire le temps pour la synchronisation des informations. Les paramètres radio, par exemple, si le point d'accès supporte DSS, OFDM, HTV, HT, etc. Le channel information, donc les canaux utilisés par le point d'accès ou bien IBSS, c'est-à-dire un réseau ad hoc. Data rates, ce champ il est très important, car on a dit que le basic data rate, il est utilisé pour transmettre les messages de contrôle. Donc, le basic data rate, il est primordial pour connecter au réseau. Donc, c'est-à-dire, à partir de ce champ, la station, elle va lire le champ basic data rate et si elle supporte ce basic data rate, elle peut connecter au réseau. Sinon, elle ne peut pas connecter au réseau. Et le beacon, bien sûr, contient le SSID. Le SSID, c'est le nom logique du réseau. Donc, on a aussi le Traffic Indication Map, utilisé pour PowerSafe. Donc, on va le voir plus tard. La qualité de service, les différents paramètres de qualité de service, les paramètres de sécurité et certaines informations propriétaires à chaque vendeur. Donc, le beacon frame, donc la trame beacon, la trame balise, elle est reliée à l'opération qui s'appelle le passive scanning. C'est-à-dire le point d'accès transmis d'une façon périodique, les beacons, et le nœud, ou bien la station de travail, elle peut détecter d'une manière passive, c'est-à-dire sans l'intervention de cette station, on peut détecter des beacons, on peut détecter le point d'accès. Le active scanning, c'est presque comme le cas du beacon, mais c'est à la demande de l'utilisateur. Par exemple, ici, l'utilisateur envoie ce qu'on appelle le probe request pour demander au point d'accès de transmettre les informations nécessaires pour connecter au réseau. Probe response. Donc, le probe response, il contient pratiquement les informations, presque toutes les informations qui sont disponibles sur les beacon frames. Donc, le probe request, on a deux types, soit une probe request transmise à un point d'accès spécifique, soit elle est transmise en broadcast, c'est-à-dire transmise à tous les points d'accès qui sont dans les régions.
Donc, l'authentification qui a été définie initialement dans le réseau Wi-Fi, elle n'a pas été, elle n'a pas un sens, un vrai sens de sécurité. Elle juste sert à vérifier la compatibilité des différentes stations avec le point d'accès pour communiquer. C'est-à-dire si la station et le point d'accès, ils sont la même capacité de communiquer en 802.11. On a défini deux types de méthodes d'authentification. La méthode Open System Authentication, c'est-à-dire il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas il n'y a pas de clé, etc. Le réseau est ouvert, il accepte l'authentification de n'importe quelle station qui peut fonctionner 802.11. Et l'authentification web, donc web, bien sûr, c'est l'authentification à ne pas utiliser car elle n'est pas sécurisée. La procédure d'association, c'est une autre procédure qui implique les messages de management. Donc, après l'authentification, pour être membre d'un BSS, Basic Service Set, la station transmet au point d'accès des messages demande d'association. Après l'opération de l'association, chaque nœud dont associé à un point d'accès, elle a un identifiant AID. Un identifiant AID, un identifiant d'association. Donc, cet identifiant, il est utile dans les prochains slides. Il faut le garder en mémoire. Donc, management association state machine, donc les différents états. On peut être, bon, la station dans un réseau Wi-Fi, elle peut être, n'est pas authentifiée, n'est pas associée. Elle peut être authentifiée et n'est pas associée, c'est-à-dire en attente d'association. Et à la fin, elle peut être authentifiée et associée. Donc, pour transmettre les données, il faut être authentifié et associé à la fois. Donc, il faut être authentifié et associé à la fois. Donc, le processus de roaming dans les réseaux Wi-Fi n'est pas standardisé. Donc, dans cet exemple, nous avons un nœud qui était attaché à un point d'accès, disons, original et qu'il veut déplacer vers un point d'accès AP. Donc, la décision ici, elle se fait sur la base de niveau de signal. Donc, si le nœud détecte que ce niveau de signal est plus élevé par rapport à celui-là, il va envoyer un message de réassociation. Donc, un message de reassociation request vers le target API. Le target API, il va transmettre un acquittement, acknowledgement. Ensuite, il va transmettre un message au point d'accès initial, original, pour demander les données qui sont dans le buffer du point d'accès original. Donc, la quatrième étape, le point d'accès original, il va transmettre les données qui étaient dans le buffer et destinées à notre station en mouvement. Lorsque ces données atteignent le point d'accès target, il va transmettre reassociation response. C'est-à-dire, il va autoriser le téléphone, la station mobile à joindre le réseau. Bon, cette procédure, c'est juste une procédure simplifiée. En réalité, la procédure de roaming, elle est un peu plus compliquée par rapport à celle-ci. Donc, parmi les messages de management, on a le de-association et le de-authentication. De-authentication, de-association, c'est une manière polie, si vous voulez, de finir une relation entre un point d'accès et une station de travail. Donc, le mécanisme de protection, donc la protection en cas où on a des stations qui utilisent deux types de technologies qui coexistent dans le même
réseau. Par exemple, une station qui fonctionne en HSS, une station qui fonctionne en DSS, Direct Sequence Spectrum, et des stations qui fonctionnent en OFDM. Donc, pour pouvoir cohabiter les deux types de stations en mixed mode, on doit utiliser les CTS RTS, Request to Send, Clear to Send. Donc, les Request to Send, Clear to Send, elles sont utiles et elles permettent de la cohabitation des deux technologies différentes, par exemple, ou bien d'éliminer le problème de hidden node. Donc, dans le cas de mixed mode, dans le cas de mixed mode, c'est-à-dire des stations qui fonctionnent en OFDM et d'autres stations qui fonctionnent en DSS, en spread spectrum. Donc, pour savoir la différence entre DSS et OFDM, je vous conseille de revoir le cours de la Wi-Fi. Donc, en utilisant le RTS-CTS, donc ces deux mécanismes servent à initialiser le NAV. Donc, on a déjà parlé sur le NAV direction. Donc, en utilisant les RTS-CTS, on va réserver le média pour un nœud spécifique. Et en utilisant le RTS-CTS, on va résoudre le problème de hidden node. Donc, le principe de fonctionnement de RTS-CTS, par exemple, la station 1 veut transmettre, elle va transmettre RTS, un message RTS vers le point d'accès. Ce message contient duration ID. Donc, la station 2, lorsqu'elle écoute le RTS, elle peut initialiser le nav vecteur pour attendre toute la période réservée par la station 1. Donc, dans notre scénario, la station 3, elle est très loin par rapport à la station 1. Donc, on a la station 3 très loin par rapport à la station 1. Donc, elle n'arrive pas à décoder le RTS. Elle n'écoute pas le RTS. Mais puisque le point d'accès, il va répondre en utilisant CTS, donc la station 3, elle peut décoder le CTS. Donc, elle va initialiser le nav vecteur à partir de CTS. Donc, par conséquent, en utilisant le RTS-CTS, les stations qui sont dans le même domaine, dans le même BSS, elles arrivent à initialiser leur nav pour attendre la période nécessaire à la transmission de la station A. C'est-à-dire, la station 1 réserve le média en utilisant le RTS-CTS. Et ensuite, elle peut transmettre ses données et recevoir le acknowledgement. Le problème de hidden node, donc c'est lorsqu'un nœud, il est, par exemple ici, un nœud, il est caché par rapport à un ensemble de nœuds. Lorsque ce nœud transmet un RTS, donc les autres nœuds ne peuvent pas écouter le RTS. Donc il est caché, car il est caché par exemple par un obstacle. Mais en utilisant le CTS, puisqu'il est transmis par le point d'accès, il atteint les nœuds qui ne sont pas dans le même, par exemple, qui ne sont pas visibles par rapport aux nœuds cachés. Donc, en utilisant le RTS-CTS, on peut résoudre le problème du nœud caché. C'est-à-dire le nœud caché, dans le cas où on n'utilise pas le RTS-CTS, le nœud caché va transmettre des données dans le même temps où les autres nœuds transmettent. C'est-à-dire si un nœud transmet de cette partie-là, de la partie droite, le nœud caché il ne peut pas détecter la transmission, donc il estime que le média est libre, il commence à transmettre lui aussi. Et on aura une collision. Mais en utilisant le RTS-CTS, on évite
cette collision qui est due au nœud caché. Donc, pour résumer, si on n'utilise pas le RTS-CTS, premièrement, on doit attendre un diff. En plus, on va attendre un back-off. On transmet le message. Si le nœud, si ce nœud était en train de transmettre des informations, et ce message, par exemple, le message numéro 2. Donc, bien sûr, il peut transmettre directement après diff, son back-off, et attendre un CIF pour recevoir le ACK. Mais dans le cas où ce même nœud utilise le RTS-CTS, pour transmettre son deuxième message, il doit premièrement attendre un diff, donc le TSF Interference Space. Il transmet le RTS, attend un CIF, il reçoit le CTS, attend un CIF, ensuite il peut transmettre. Donc vous voyez ici qu'en utilisant le RTS-CTS, on va perdre beaucoup du temps de transmission. Donc on a presque plus que la moitié du temps réservé au mécanisme RTS-CTS. Donc, on a dit aussi que le RTS-CTS est utilisé en mode mixed. En mode mixed mode, c'est-à-dire en mode mixed lorsque on a deux nœuds ou plus qui utilisent des méthodes différentes. Donc, lorsqu'un nœud, par exemple OFDM et un nœud DSS, coexistent dans le même réseau. Donc, le nœud qui supporte DSS et OFDM, donc bien sûr, par exemple, disons un nœud A et un nœud B, pour coexister dans le même réseau, soit le nœud A, soit le nœud B doit supporter, par exemple, B et G. Disons, le nœud A supporte B. Donc, si le nœud A supporte B, donc B fonctionne en DSS, Direct Sequence Spread Spectrum, alors que G fonctionne en deux modes. Elle peut fonctionner en DSS et elle supporte DSS et OFDM. Mais pour que B bénéficie de l'OFDM et pouvoir utiliser un très haut débit, donc il doit informer le nœud B qu'il va transmettre. Donc pour cela, il peut transmettre ce qu'on appelle le CTS to self. Donc il va transmettre un CTS vers lui-même, dont l'objectif est que ce message CTS to self atteigne le nœud B pour lui informer que le nœud B va réserver le média pour une certaine période, pour initialiser le nav vector. Donc, ce mécanisme s'appelle CTS to self. Donc, passons au dernier point dans ce cours, le power management, dans la gestion d'énergie. Donc, le power management, nous avons pour la gestion d'énergie ou bien pour économiser l'énergie, dans le Wi-Fi, nous avons deux modes de fonctionnement. Le mode awake et le mode doze. Donc, le mode awake, c'est-à-dire les stations sont dans le mode awake, les stations ont pouvoir transmettre et recevoir. Donc, bien sûr, il n'y a pas une conservation d'énergie. La station, elle utilise la radio, la partie radio, pour transmettre et recevoir les données ou bien les messages de contrôle. Dans le mode Power Save ou bien le Doze mode, les stations vont éteindre leur partie radio pour conserver l'énergie, mais l'inconvénient, c'est que dans cette période, on ne peut pas transmettre ou recevoir. Donc, c'est-à-dire, puisqu'on ne peut pas transmettre et recevoir, pour transmettre et recevoir, on doit repasser en mode awake. Donc, il y a un compromis
comment passer du mode awake vers power safe et de power safe vers awake. Donc, on voit le rôle du power safe, c'est de gérer cette transition. Donc, on a deux types de réseaux, où il y a deux possibilités. La possibilité où il y a un nœud central, et on se trouve dans le cas du BSS, BXLV7, et la possibilité où il n'y a pas un nœud central, donc c'est un réseau ad hoc. Donc ici, on a un réseau avec point d'accès, et dans le mode IBSS, on a un réseau ad hoc. Dans le cas BSS, où il y a un point d'accès, on a deux types de messages, soit le message unicast ou bien les messages multicast. Donc, dans les messages unicast, on va utiliser le Traffic Indication Map, donc, qui est un champ présent dans la beacon frame. Dans le cas des multicast, on va utiliser le Delivery Traffic Indication Message qui se trouve dans le beacon. Donc, on va les voir dans les prochains slides. Donc, disons, cette station, elle était en mode dose, c'est-à-dire elle était en mode éteindre. Elle a éteindre sa radio pour une certaine période. Lorsqu'elle passe en mode awake, elle va attendre la trame beacon pour détecter le Traffic Indication Map. Lorsqu'elle lit le Traffic Indication Map, elle va vérifier si le AID spécifique à cette station, il est présent de le Traffic Indication Map. C'est-à-dire, dans le Traffic Indication Map, on va trouver le Association ID de cette station. Si il est présent de le Traffic Indication Map, donc cette station, elle détecte qu'elle a des messages stockés dans le buffer du point d'accès. Pour cela, elle va transmettre un message qu'on appelle PS Pool. Elle va transmettre un message PS Pool pour demander les messages qui sont stockés dans le buffer du point d'accès. En recevant ce message, le point d'accès va transmettre en unicast les buffered data, les messages qui sont stockés dans le buffer. Une fois la station reçoit le premier message, elle va transmettre un acquittement et transmettre un PS Pool pour demander le prochain message. Le point d'accès, en recevant le PS Pool, il va retransmettre ou bien transmettre une nouvelle fois le deuxième paquet. Et en vérifiant un champ dans la trame qui s'appelle More Data, la station peut détecter qu'elle n'a pas d'autres messages stockés dans le point d'accès. Dans ce cas, elle va transmettre ACK et repasse en mode dose, en mode power safe. Si vous voyez ici dans l'axe du temps, le point d'accès, premièrement, il va transmettre le team, Traffic Indication Map dans la beacon frame. Le client, une fois qu'il reçoit ce message, il va transmettre PS Pool, message PS Pool. En recevant ce message, en recevant ce message du PS Pool, le point d'accès va transmettre les données. Une fois qu'il reçoit les données, le point d'accès, la station, elle va transmettre acknowledgement plus PS Pool. En recevant le PS Pool, le point d'accès va transmettre un acquittement, puis il transmet les données. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du dernier paquet. Donc, dans la 802.11e, on a amélioré cette méthode de gestion d'énergie. On a défini ce qu'on appelle Enhanced Power Management Method avec Unscheduled Automatic Power Safe Delivery
en utilisant un mécanisme de trigger. On va l'expliquer. Donc, en utilisant la méthode WMMPS, donc en utilisant la méthode Enhanced Power Management Method, Enhanced Power Management Method. Donc, premièrement, dans le cas de la voie sur Wi-Fi, la station, elle ne va pas attendre d'écouter le beacon frame pour détecter si elle a des messages. C'est la station, c'est la station concernée qui va trigger, qui va envoyer un message trigger frame pour demander le point d'accès s'il a des données stockées, qui concernent bien sûr notre station de travail. Si le point d'accès a des données à transmettre à notre station, donc il va envoyer ces données vers la station. Et la station va transmettre, bien sûr, un acquittement pour signaler la bonne réception, et ainsi de suite. Donc, les avantages de la gestion d'énergie, ou bien le plan de gestion d'énergie, c'est bien sûr d'économiser la batterie. Et dans le plan de gestion d'énergie amélioré, c'est Enhanced Power Save. Donc, la station n'a pas à attendre le team, le beacon, c'est-à-dire n'a pas à attendre le beacon pour détecter le team, pour transmettre. Elle peut directement transmettre le trigger pour demander ces informations. Je vous remercie.